Comment naissent les rumeurs? Comment les journalistes peuvent-ils ne pas tomber dans le piège des manipulations diverses? Évoquer une rumeur, même pour la démentir, n'est-ce pas finalement alimenter cette rumeur? Ce sera le thème de cette émission avec un téléspectateur en direct d'Antibes, Marc Moncel, Thierry Tuilier, responsable de la politique étrangère à la rédaction, et Jean-Michel Croissando, professeur de journalisme à l'université de Paris 2. Évidemment, parmi les grandes rumeurs du moment, il y a cette mystification sur les attentats du 11 septembre qui auraient été organisés, selon les uns, par les Américains eux-mêmes. Et d'ailleurs, disent-ils, aucun avion ne se serait écrasé sur le Pentagone. Marc Moncel, bonjour. Vous faites partie des téléspectateurs qui ont écrit au médiateur pour s'étonner que des rumeurs aussi fantaisistes aient pu être colportées par les uns sans démenti de la part de la rédaction de France 2. Oui, alors tout à fait. Oui, j'ai été téléspectateur d'une émission de France Télévisions dans laquelle M. Messan, qui est l'auteur de cette rumeur, est venu présenter sa version des faits. À la suite de ça, j'aurais aimé que France 2, au mieux dans cette émission, présente des spécialistes qui puissent contrer la version de M. Messan et me rassurer sur le fait qu'effectivement sa version était bien une rumeur. Alors en ce qui concerne les journalistes, on va essayer de vous répondre. Donc en ce qui concerne ce qui a été dit dans certaines émissions de divertissement, j'ai évidemment transmis votre courrier à ma consoeur médiatrice des programmes, Geneviève Guichenet. Thierry Tuilier, vous êtes journaliste. Pour répondre à ce téléspectateur, est-ce qu'il y a une rumeur qui circule comme ça, mais un peu farfelue? Quelle est l'attitude d'un journaliste normalement constitué? Il se dit, bon, on n'en parle pas parce que ça n'a aucun intérêt, ou est-ce qu'on cherche quand même à vérifier? Non, on cherche à vérifier. D'abord, on a lu le livre. Moi, j'ai reçu l'auteur. Et puis ensuite, j'ai contacté notre correspondant Étienne Liénart à Washington pour vérifier, en tout cas, les doutes soulevés par ce livre. Donc, on est allé voir si déjà le vol existait bien. Le vol existe bien. On a trouvé des témoignages de ceux qui ont aperçu le vol à l'approche du Pentagone. Et puis, on a eu aussi plusieurs listes de passagers, des témoignages des proches des victimes. Ça fait beaucoup, effectivement. Et à partir de ce moment-là, on a trouvé que pour nous, la thèse n'était pas convaincante. On a laissé, effectivement, laisser tomber d'une certaine manière cette histoire. Alors, on se souvient à New York que plusieurs vidéastes ont filmé les avions percutant les tours du World Trade Center. En revanche, le hasard a fait qu'il n'y a eu aucune caméra pour filmer le Boeing qui s'est écrasé sur le Pentagone. Le seul élément visuel que l'on ait, ce sont des photos comme celle-ci, où l'on voit des morceaux de la carlingue de l'avion. Alors question à Jean-Michel Croissando, qui est professeur de journalisme à l'université de Paris 2. Dans notre société de l'image, on a l'impression qu'il est absolument impossible de ne pas avoir une image d'un événement, et que s'il n'y a pas d'image, eh bien, ça veut dire que l'événement n'a pas eu lieu. C'est vrai que ce n'est pas la télévision qu'il faut dire à quel point l'image est importante. Et je crois qu'on assiste à une sorte de glissement dans la conception de l'information. Jusqu'à présent, informer, c'est donner des faits avérés, croiser, vérifier, recouper, leur donner du sens et les mettre en perspective. Et on a un peu l'impression que ce glissement, c'est une nouvelle conception de l'information qui est informer, c'est vous faire assister à l'événement. Conséquence, les événements qui ne sont pas montrables n'existent pas. Et ça, ce qui peut pas être montré n'existe pas, c'est quelque chose de très préoccupant. Comme le dit Ignacio Ramonet, qui est le directeur du Monde diplomatique, dans une jolie formule, et pour le déplorer, il dit « La télévision condamne à l'indifférence et au silence les faits orphelins d'images ». Et je crois en effet qu'il faut y réfléchir. Oui, alors il y a une question qu'on peut quand même se poser, enfin je vais poser à Thierry Tuilier et à vous, puis aussi à notre téléspectateur éventuellement. Est-ce qu'on peut apporter des preuves qu'une rumeur est fausse? Moi, je crois que c'est très difficile. D'ailleurs, une photo existe d'un morceau de carlingue de l'avion qui s'est crashé sur le Pentagone. Moi, j'ai entendu dire l'auteur du livre, de l'effroyable imposture, que bien précisément, c'était la preuve que c'était une manipulation, parce que ce morceau de carlingue n'était pas carbonisé, donc elle avait été rajoutée. Donc à chaque fois, si vous voulez, qu'on apporte une preuve, eh bien, puisqu'il est question de manipulation et de complot, l'auteur dit, vous voyez bien, ça, évidemment, ça renforce encore sa thèse, finalement. Sur
mon hypothèse complètement farfelue de la reine-mère d'Angleterre et la princesse Diana, à l'époque, il y a un médecin britannique qui a dit que la princesse n'était pas enceinte. Mais d'autres ont répondu, mais naturellement, puisque c'est un complot, on ne va pas dire qu'elle était enceinte. Donc c'est très difficile de faire la part des choses, Jean-Michel Croissant. Moi, je crois qu'une rumeur, pour un journaliste, c'est un matériau brut d'information sur lequel il doit travailler, comme sur les autres sources d'information. Et par conséquent, à l'égard de la rumeur, on doit se comporter comme à l'égard des autres, c'est-à-dire vérifier, rechercher, croiser l'information. Et dans ces conditions, on peut ou non en parler. Alors, il peut arriver qu'on ne puisse pas établir la véracité. Alors, pour autant, faut-il ne pas en parler ou se taire? Moi, je crois que c'est affaire de responsabilité des rédactions, mais que si l'affaire prend une telle ampleur qu'on estime nécessaire d'en parler, je crois qu'il est utile de mettre en perspective cette rumeur, de la donner, de faire juge le téléspectateur, de l'aider à construire son opinion à propos de cette rumeur en donnant à cette rumeur des éléments de contexte, d'où elle vient, à qui elle est utile, de quoi elle parle et quelles peuvent être ses conséquences. Monsieur Moncel? Alors moi j'aurais aimé réagir à ce qu'a dit Monsieur Tullier, c'est ça. Il me dit qu'il lui a fallu très peu de temps pour se rendre compte qu'il s'agissait d'une rumeur. Il a pris des témoignages, enfin il a appelé des correspondants aux États-Unis. Comment se fait-il que cette émission, que cette version ait pu être présentée sur France Télévisions, alors qu'il était si simple de la vérifier et donc de constater qu'il s'agissait d'une rumeur et donc de ne pas la diffuser? Oui, tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Mais moi, je ne peux vous parler que pour la rédaction et que pour les journalistes. Vous me parlez d'une émission qui relève de la direction des programmes de France 2. Moi, je ne vous parle, en tout cas, de mon travail de journaliste. Je me situe à ce niveau-là et je ne peux pas vous répondre pour autre chose. D'accord. Alors si... Oui, allez-y, monsieur Poncel. Oui, je veux dire que moi j'ai du mal à faire la différence. Si je la fais un peu, mais je me rends compte que les émissions de divertissement aujourd'hui ont tendance un peu pour se créditer à faire du divertissement, ce qui est leur rôle, et en même temps présenter des infos sérieuses, entre autres, je pense à celle-ci. Du coup, on leur accorde un certain crédit. Alors, il me semble que si on se permet de présenter de telles versions, entre autres la version de M. Messant, il faut aussi avoir la même réaction qu'un journaliste, c'est-à-dire de la vérifier. Voilà, Monsieur Moncel, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est transmis à la médiatrice des programmes, et les journalistes ont beaucoup de défauts, mais ils ont quand même une charte de déontologie, ils ont un métier qu'ils ont appris éventuellement dans des écoles, et cette déontologie, elle existe pour les journalistes du monde entier, donc c'est vrai qu'il ne faut peut-être pas confondre les journalistes avec d'autres qui ne sont pas journalistes, à chacun son métier. Les attentats du 11 septembre ont suscité beaucoup de rumeurs, donc on va encore en évoquer d'autres. On a dit aussi, vous vous souvenez, Thierry Tullier, que les New-Yorkais de confession juive n'étaient pas allés travailler au World Trade Center le jour des attentats. Et puis, ces rumeurs circulent par Internet, d'un bout à l'autre de la planète. Et parmi les rumeurs les plus folles, un exemple parmi d'autres. Un message codé inquiétant et troublant à la fois. Un des deux avions qui a percuté les tours du World Trade Center portait le numéro de vol suivant, Q33. Si vous juxtaposez NY pour New York à ce numéro de vol et que vous changez la police au format Wingdings, vous obtenez un message terrifiant. Alors, d'après ce téléspectateur, voici ce message qui serait caché derrière le numéro de vol de l'avion. Donc, effectivement, c'est assez impressionnant, Thierry Tullier. Ce l'est peut-être un peu moins quand on se rend compte que ce n'est pas le bon numéro de vol. Effectivement, on a retrouvé les numéros de vol. Le premier avion qui s'est crashé au World Trade Center, c'est un avion d'American Airlines, vol numéro 11. Le second avion qui s'est crashé, vol United Airlines, vol numéro 175. Voilà les faits. Voilà, et quand on fait cette manipulation sur Internet avec les bons numéros de vol, voilà ce que ça donne, en précisant d'ailleurs qu'en fait, il ne faut pas non plus utiliser NY pour New York, mais les Américains, eux, ils ne disent pas New York, ils disent New York City. Donc le message, ça devient complètement sibyllin. Monsieur Moncel, vous êtes informaticien, vous connaissez cette manipulation qui se fait sur Internet quand on passe d'une police à une autre police de caractère? Bien sûr. C'est pas du marc de café, c'est pas de la boule de cristal. Non, tout à fait, mais je voudrais faire une petite différence entre ce qu'on peut déduire d'un message qui est véhiculé sur Internet, là où je pense que les gens qui utilisent Internet apportent le crédit qui va bien à ce qui circule sur Internet, c'est-à-dire on fait preuve de beaucoup de discernement. Donc ça se voulait un peu humoristique, je crois, ce message.
Alors il peut être mal interprété, effectivement. Oui. Moi, ce que je critique, c'est que c'est pu passer à l'image, quoi. Oui, sur Internet, on sait ce qu'on peut y trouver. Ça, on a compris. Oui. Alors, vous dites, on sait ce qu'on trouve sur Internet, ça c'est peut-être Ouais. moins sûr. Non. Je vais poser la question à Jean-Michel Non, Croissando. ouais. Internet, c'est vrai, ça change beaucoup de choses dans la vie des journalistes et dans la circulation de l'information tout autour de la planète. Oui, je crois que c'est très important d'y faire d'autant plus attention que l'on constate que maintenant Internet est devenu la première source d'information des journalistes. Alors je crois qu'Internet en matière de journalisme pose 3 types de problèmes. Le premier, c'est celui de la fiabilité de l'information. Aujourd'hui, n'importe qui peut dire n'importe quoi sur Internet et faire circuler n'importe quelle rumeur. Et on se souvient du célèbre Matt Drudge et de l'affaire Monica Lewinsky et Clinton. Donc cette question de la fiabilité, c'est très important. Il faut vérifier comment ça pose toute une série de problèmes. Le second, c'est la vitesse. Tout va à toute vitesse, de telle sorte que l'information circule sur un site, passe sur un autre site, est reprise. Dès lors, dans le système de concurrence effréné des médias, il faut reprendre l'information à toute vitesse sans avoir nécessairement le temps de la vérifier. Donc ça, c'est le deuxième problème pour les journalistes. Le troisième, je crois, c'est une espèce d'accréditation par la répétition. C'est-à-dire qu'une information se trouve sur Internet, elle est reprise par un autre site, un journal la reprend. Si un journal l'a repris, un autre peut le reprendre. Et on retrouve dans des médias une information qui est réputée crédible parce qu'elle a déjà été publiée, et c'est ainsi qu'on a appris que Miss France était un homme. Oui. Parce qu'un canular avait été fait sur un site internet, repris par un journal sud-américain, puis par un journal Je vous américain. rassure, le patron, je crois, des journalistes, c'est Saint-Thomas, c'est toucher et voir, donc on peut vérifier l'information. Autre exemple lié au 11 septembre, et largement relayé par Internet, celle d'images de liesses palestiniennes que nous avions diffusées à l'époque. De nombreux internautes avaient protesté contre une désinformation qui aurait été mise en évidence par une université du Brésil. J'ai sous les yeux le témoignage d'un universitaire brésilien qui déclare que les images de Palestiniens célébrant la tragédie survenue le 11 septembre seraient en fait des images filmées en 91. Il s'agirait d'images montrant la réaction de Palestiniens à l'invasion du Koweït et il posséderait, d'après ses dires, une vidéo avec exactement les mêmes images. Si ces allégations s'avéraient exactes, cela voudrait à l'évidence dire que vous vous êtes rendu complice d'une manipulation préméditée de l'opinion publique. Alors Thierry Tuillier, les images que nous avons diffusées en septembre dataient-elles de 1991 ou de septembre 2001? Non, je confirme bien qu'elle datait de 2001. Ce sont des images tournées par l'agence Reuters, agence britannique, et que nous avons diffusées quelques heures après les attentats du World Trade Center. Et ça correspondait bien à une réalité, là aussi, d'une poignée de manifestants palestiniens se félicitant de ce qui s'était passé à New York ce jour-là. Alors cette téléspectatrice se réfère à une étude faite par des universitaires brésiliens. Jean-Michel Croissando, vous êtes universitaire, donc en allant sur un site d'université, on peut penser qu'a priori, ce sont des gens sérieux, donc on peut prendre ça au sérieux. Je ne sais pas si j'ose dire que la vérité n'est pas universitaire. La vérité, elle existe si on vérifie l'information et si on peut l'établir. Donc là, il ne faut pas considérer qu'une source d'information est a priori crédible parce qu'elle est institutionnelle. Et je pense qu'on ferait bien de réfléchir à l'idée qui prévoit la BBC, où l'argument que l'on donne aux journalistes, c'est qu'il vaut mieux être le second sur l'information que le premier sur les démentis. Absolument, en tant qu'animateur, je suis assez d'accord avec vous. C'est pas facile, hein, Thierry Tuillier, c'est vrai que pour un journaliste, c'est pas facile à entendre. Tout à fait, c'est vrai. On peut peut-être demander à Monsieur Moncel, donc toujours téléspectateur et informaticien, il va donc, je pense, vous allez souvent sur Internet, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Qu'est-ce que je pense? Que de l'information Vous faites plutôt confiance aux journalistes de télévision, de presse écrite ou à Internet? Moi, je fais plutôt confiance aux journalistes de télévision. Ouais, j'aurais envie parce que c'est le média auquel j'ai le plus accès et je pense qu'il touche le plus de monde. Moi, clairement, sur Internet, quand je vais sur Internet, je sais que ce que j'y vois, c'est à vérifier, qu'on peut tout y dire et il faut être très critique sur cela.